Ce matin-là, en regardant la pluie glisser sur les vitres de mon appartement parisien, j'ai compris qu'il y a des mots qui ne s'effacent jamais, des mots qui brûlent encore, même des années après. Je m'appelle Justine Bourdon, j'ai 75 ans, et voici l'histoire que j'ai portée seule pendant trop longtemps. C'était une semaine avant le mariage de ma fille unique, Mathilde. Une semaine avant ce qui devait être le plus beau jour de nos vies. J'avais tout préparé avec soin. La robe de mariée avait été retouchée 3 fois pour être parfaite. Le traiteur choisi après des mois de réflexion, les fleurs, des pivoines blanches, ses préférées, commandées chez le meilleur fleuriste du 16e arrondissement. J'avais économisé pendant 15 ans pour ce jour. Chaque mois, je mettais de côté une partie de ma modeste retraite d'institutrice. 80 000 €. Une fortune pour moi. Mais pour ma fille, j'aurais donné bien plus. Ce jour-là, nous étions dans le salon de ma petite maison à Versailles. Mathilde essayait ses chaussures de mariage, assise sur le canapé où je l'avais vue grandir. La lumière d'avril entrait doucement par la fenêtre. Tout semblait paisible. Puis, son téléphone a sonné. C'était une de ses amies de la haute société, une certaine Béatrice. Je l'entendais rire au téléphone. Cette façon légère et insouciante qu'ont les jeunes femmes quand elles parlent entre elles. Puis, j'ai entendu ces mots. Ces mots qui ont tout changé. Ah non, tu comprends. J'ai hâte de prendre le nom de Grégoire. Enfin me débarrasser de ce bourdon ridicule. C'est tellement commun, tellement provincial. Elle riait. Elle riait en disant cela. Je suis restée immobile près de la porte de la cuisine, tenant encore la théière que j'avais préparée pour nous deux. Puis elle a ajouté, sur ce ton désinvolte que je ne lui connaissais pas, « Franchement, parfois j'ai honte de dire que je suis sa fille. Une petite institutrice de banlieue. Mes beaux-parents sont notaires. Tu imagines le contraste ? Le silence qui a suivi dans mon cœur était assourdissant. J'ai posé la théière sans faire de bruit. Mes mains tremblaient légèrement. J'ai attendu qu'elle termine sa conversation, qu'elle raccroche en riant encore, inconsciente de ce qu'elle venait de détruire. Quand elle est partie ce soir-là, elle m'a embrassé distraitement sur la joue. « À demain, maman. N'oublie pas le dernier essayage à 14 h. J'ai souri. J'ai dit « Bien sûr, ma chérie. » Mais quelque chose en moi s'était brisé. Quelque chose que je croyais indestructible. J'ai passé la nuit assise dans mon fauteuil, regardant les photos de Mathilde enfant accrochées au mur. Cette petite fille aux yeux brillants que j'avais élevée seule après le départ de son père. Cet enfant pour qui j'avais renoncé à tout. À mes rêves, à mes voyages, à ma jeunesse. Et je me suis demandé, à quel moment avais-je perdu ma fille ? 2 heures après son départ, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé le propriétaire de la salle de réception. « Monsieur le marchand, Justine Bourdon à l'appareil. Je souhaite annuler la réservation pour le mariage du 28 avril. » Sa voix surprise. « Madame Bourdon, mais tout est prêt. Le contrat. Je sais, monsieur, je sais. » Puis j'ai appelé ma banque. J'ai bloqué les 80 000 € que j'avais mis à disposition pour les derniers paiements. J'ai éteint mon téléphone. Et j'ai attendu. Parfois, on donne tout à ceux qu'on aime sans se demander si notre amour est respecté en retour. Avez-vous déjà été blessé par les mots de quelqu'un que vous chérissiez plus que tout ? Racontez-moi dans les commentaires, j'aimerais vraiment vous lire. Je dois vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Comment une petite fille qui m'appelait ma maman d'amour est devenue cette femme qui avait honte de mon nom. Mathilde est née un soir de novembre 1978. Son père, Philippe, était alors professeur de lettres dans le même lycée où j'enseignais. Nous nous étions mariés jeunes, pleins de rêves et de projets modestes. Un petit appartement près du parc de Sceaux, des dimanches au marché, des soirées à corriger nos copies côte à côte. Quand Mathilde est arrivée, j'ai cru que ma vie était complète. Elle avait ses grands yeux noisettes qui me regardaient avec une confiance absolue. Je me souviens encore de l'odeur de sa peau de bébé, ce mélange de lait et de talc qui me rendait ivre de bonheur. Philippe est parti quand elle avait 3 ans. Il avait rencontré une collègue plus jeune lors d'un colloque à Lyon. Il est revenu un dimanche avec ses valises, et cette phrase que je n'oublierai jamais, « Je ne t'aime plus, Justine. » Je suis désolée. Mathilde a pleuré pendant des semaines, cherchant son papa dans chaque pièce de l'appartement. « Où il est, papa ? Pourquoi il ne rentre pas ?» J'ai appris à être mère et père à la fois. Je me levais à 5 h du matin pour préparer ses affaires, l'emmener à l'école, puis courir à mon propre établissement. Le soir, je l'aidais avec ses devoirs. Je lui lisais des histoires. Je séchais ses larmes quand elle demandait encore « Papa, il m'aime plus ?»« Bien sûr qu'il t'aime, ma chérie. » Je mentais doucement.
Les adultes sont compliqués, c'est tout. Philippe envoyait un chèque chaque mois. Jamais un mot, jamais une visite. Juste de l'argent, comme si cela suffisait à remplacer une présence. Mais nous étions heureuses, Mathilde et moi. Nous avions nos rituels. Le samedi matin, nous faisions des crêpes ensemble. Elle montait sur un petit tabouret et mélangeait la pâte avec application, sa langue dépassant légèrement entre ses lèvres comme chaque fois qu'elle se concentrait. Je la regardais et je me disais, tant que je l'ai, elle, rien d'autre n'a d'importance. Les mercredis après-midi, nous allions au parc. Elle courait devant moi, ses couettes blondes sautant au rythme de ses pas. « Maman, regarde-moi, je vole !» criait-elle depuis la balançoire. Et je la regardais toujours. Nous n'avions pas beaucoup d'argent. Mes collègues partaient en vacances en Grèce ou en Espagne. Nous passions nos étés chez ma sœur Eliane en Normandie. Mathilde adorait ces étés simples. Les promenades sur la plage, les châteaux de sable, les glaces à la vanille qu'on mangeait en regardant la mer. « Maman, quand je serai grande, je t'emmènerai voir le monde entier », me disait-elle en serrant ma main dans la sienne, encore toute petite et potelée. « Tu es déjà mon monde entier, ma chérie », je lui répondais. Elle excellait à l'école. Elle était brillante, curieuse, travailleuse. Les professeurs me convoquaient régulièrement pour me dire « Votre fille est exceptionnelle, Madame Bourdon. Elle ira loin. » J'étais fière, si fière. Quand elle a eu 15 ans, elle a obtenu une bourse pour intégrer un lycée prestigieux dans le 6e arrondissement, le lycée Fénelon. J'ai pleuré de joie en lisant la lettre d'admission. Tu vois, ma chérie, ton travail paie. Tu vas rencontrer des gens formidables, avoir les meilleures opportunités. Elle m'avait serré dans ses bras ce jour-là. C'est grâce à toi, maman. Tout ce que je suis, c'est grâce à toi. Mais c'est là, je crois, que les choses ont commencé à changer. Au lycée Fénelon, Mathilde a découvert un monde que je ne pouvais pas lui offrir. Ses nouvelles camarades habitaient des appartements haussmanniens avec vue sur la Seine. Elles passèrent leurs vacances aux Maldives ou à Saint-Barthélemy. Leurs parents étaient avocats, médecins, entrepreneurs. Au début, elle me racontait tout avec émerveillement. « Maman, tu sais, Camille a 3 salles de bain chez elle, et Léa part skier à Courchevel pendant les vacances. » Je souriais. « C'est bien, ma chérie, mais l'important, c'est qui tu es, pas ce que tu as. » Elle acquiesçait, mais je voyais déjà une petite ombre dans son regard. Progressivement, elle a cessé d'inviter ses amies à la maison. Quand je proposais « Et si tu invitais Camille ou Léa à dîner ?» Elle trouvait toujours une excuse. Elles sont occupées, maman. Une autre fois, peut-être. Un jour, je l'ai entendue parler au téléphone avec une amie. Elle décrivait notre appartement comme un petit endroit tranquille à Versailles. Elle ne mentionnait jamais que nous habitions dans un immeuble HLM, que les murs étaient minces, que nous entendions les disputes des voisins. J'ai fait semblant de ne rien remarquer. À 18 ans, elle a intégré Sciences Po. Encore une bourse, encore une fierté immense pour moi. Mais aussi, je le sentais, encore un pas de plus vers un monde dont j'étais exclue. Elle rentrait de moins en moins à la maison. Elle avait toujours des révisions en groupe, des conférences, des événements. Quand elle revenait, elle semblait différente, plus sophistiquée, plus distante. Elle avait changé sa façon de s'habiller. Fini les pulls douillets que je lui tricotais. Elle portait maintenant des tailleurs stricts, des chemises blanches impeccables. Elle avait coupé ses longs cheveux blonds pour adopter un carré élégant. « Tu es très belle, ma chérie », je lui disais. « Merci, maman », répondait-elle sans me regarder vraiment. Un soir, elle avait 22 ans. Elle m'a annoncé qu'elle avait rencontré quelqu'un. Grégoire de Valmont, un nom qui sonnait comme un titre de noblesse. Il vient d'une très bonne famille, maman. Ses parents sont notaires à Paris. Il a fait HEC. Il travaille dans la finance. Elle me parlait de lui avec une admiration que je ne lui avais jamais vue. Pas avec l'amour tendre et rêveur des jeunes filles. Non. Avec quelque chose qui ressemblait plus à de l'ambition. « Je suis heureuse pour toi, ma chérie », j'ai dit sincèrement. Elle a hésité, puis « Maman, quand tu le rencontreras, tu pourrais peut-être ne pas trop parler de ton travail ?» Mon cœur s'est serré. Pourquoi? Oh, ce n'est rien. C'est juste que, tu sais, dans son milieu, les gens sont un peu différents. Voilà tout. J'ai avalé ma salive. Je comprends. Mais je ne comprenais pas. Ou plutôt, je comprenais trop bien. Quand j'ai rencontré Grégoire, j'ai tout de suite senti son mépris à peine voilé. Il me regardait avec politesse, certes, mais cette politesse glacée qu'on réserve aux personnes qu'on considère inférieures. Enchantée, Madame Bourdon.
Mathilde m'a beaucoup parlé de vous, disait-il en me serrant la main mollement, comme s'il craignait d'attraper une maladie. Lors de ce premier dîner dans un restaurant chic du 7e arrondissement, un endroit où je n'aurais jamais mis les pieds seul, j'ai vu ma fille à travers ses yeux. Elle riait trop fort à ses blagues médiocres. Elle opinait avec enthousiasme quand il parlait de sujets que je devinais qu'elle connaissait à peine. Les marchés financiers, les investissements immobiliers, les bonnes adresses de Paris. Quand j'ai voulu payer ma part, Mathilde a posé sa main sur la mienne avec un sourire forcé. « Non, maman, laisse, Grégoire s'en occupe. » Et dans ce geste, j'ai compris. J'étais devenue une charge, une gêne. Les mois suivants, elle m'appelait de moins en moins. Nos déjeuners du dimanche, notre tradition sacrée pendant 25 ans, sont devenus rares, puis inexistants. Je suis désolée, maman. J'ai un brunch avec la famille de Grégoire. On reporte, d'accord? J'ai une présentation importante lundi. Quand elle m'appelait enfin, c'était toujours rapide, distrait. Je l'entendais faire autre chose en même temps. Taper sur un ordinateur, chercher ses clés, parler à quelqu'un d'autre. « Oui, maman, tout va bien. Écoute, je dois te laisser. Je t'embrasse. » Et elle raccrochait avant que je puisse lui dire que je l'aimais. Puis, il y a 1 an et demi, elle m'a annoncé ses fiançailles. Grégoire l'avait demandé en mariage lors d'un week-end à Deauville, dans un hôtel 5 étoiles, avec une bague en diamant qui coûtait probablement mon salaire annuel. « Je suis si heureuse, maman. Nous allons nous marier en avril prochain. » J'ai pleuré. De joie, croyais-je alors. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait « Tu es en train de la perdre. » Je ne voulais pas l'écouter. J'ai économisé encore plus. Je ne m'achetais presque plus rien. Je mangeais des pâtes et du riz pour mettre de l'argent de côté. Chaque mois, je versais tout ce que je pouvais sur un compte épargne dédié au mariage. 80 000 €. Une fortune pour une retraitée comme moi. Mais pour ma fille unique, pour la voir heureuse un jour, rien n'était trop cher. Elle venait parfois me voir pour parler des préparatifs. Mais même ces moments-là étaient devenus tendus. Elle critiquait mes suggestions. « Non, maman, pas ces fleurs, c'est trop vieillot. » C'est faire part? Vraiment? On dirait un mariage de village. Je me taisais, j'acquiesçais. Je voulais juste qu'elle soit heureuse. Jusqu'à ce soir d'avril. 1 semaine avant le mariage. Jusqu'à ces mots que j'ai entendus par hasard. Enfin me débarrasser de ce bourdon ridicule. J'ai honte de dire que je suis sa fille. Et là, dans le silence de ma cuisine, j'ai compris. J'avais donné ma vie entière à quelqu'un qui avait honte de moi. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Cela me ferait du bien de savoir que je ne suis pas seule. Cette nuit-là, après avoir annulé la salle et bloqué l'argent, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans mon fauteuil près de la fenêtre, regardant les lumières de Versailles s'éteindre une à une. J'aurais dû voir les signes plus tôt, bien plus tôt. Je repensais à tous ces petits moments que j'avais ignorés, ces petites piqûres que j'avais fait semblant de ne pas sentir. Comme ce jour, 3 ans auparavant, où Mathilde était venue déjeuner avec moi. J'avais préparé son plat préféré, un bœuf bourguignon que je laissais mijoter pendant des heures, comme me l'avait appris ma propre mère. La maison sentait bon le thym et le vin rouge. Elle était arrivée en retard, pressée, son téléphone à la main. « Désolée, maman. J'ai une réunion dans 2 heures. » Nous nous étions mises à table. J'avais sorti ma belle vaisselle, celle que je réservais aux occasions spéciales. Des assiettes en porcelaine héritées de ma grand-mère, un peu ébréchées, mais pleines d'histoire. Mathilde les avait regardées avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. « Tu sais, maman, si tu veux, je peux t'offrir de la nouvelle vaisselle, quelque chose de plus moderne. Mais j'aime cette vaisselle, ma chérie. Elle appartenait à ta arrière-grand-mère Marguerite. » Elle avait haussé les épaules. « Oui, enfin, c'est un peu démodé, non ?» J'avais souri. « C'est du vintage, comme on dit maintenant. » Elle n'avait pas ri. Pendant le repas, elle avait à peine touché à son assiette. Elle consultait son téléphone toutes les 3 minutes. « Ce n'est pas bon ?» J'avais demandé, inquiète. « Si, c'est très bien. C'est juste que je fais attention à ce que je mange en ce moment. Tu comprends, avec le mariage qui approche. » Mais son regard disait autre chose. Son regard disait « c'est trop lourd, trop rustique, trop provincial ». Avant de partir, elle s'était arrêtée devant les photos accrochées dans le couloir. Des photos de nous deux, à la plage, au parc, lors de sa remise de diplôme. « Tu devrais peut-être refaire un peu la décoration, maman. C'est un peu chargé, tu ne trouves pas ?» Chargé? Tous ces cadres, ces photos partout.
C'est un peu étouffant. Grégoire dit toujours qu'un intérieur minimaliste reflète un esprit clair. Grégoire dit, Grégoire pense, Grégoire conseille. Depuis quand Grégoire était-il devenu sa référence pour tout? Je m'en souviens aussi de cette autre fois, 6 mois avant le mariage. Elle m'avait demandé de l'accompagner choisir sa robe de mariée. J'étais si heureuse. C'était un moment que j'attendais depuis qu'elle était petite. Nous étions allés dans une boutique très chic du 8e arrondissement. Les vendeuses nous regardaient avec ce sourire professionnel qui cache souvent du mépris. Je portais ma plus belle robe, un tailleur bleu marine que j'avais acheté chez Monoprix, mais qui me semblait tout à fait correct. Mathilde essayait robe après robe. Elle était magnifique dans chacune, mais rien ne lui plaisait. Celle-ci, proposait la vendeuse. Non, trop simple. Et celle-là, trop classique. Puis elle en a essayé une robe en dentelle française, bustier en cœur, traîne de 3 mètres, une robe de princesse. Quand elle est sortie de la cabine, j'ai eu le souffle coupé. Oh, ma chérie, tu es comme dans un rêve. Mes yeux se sont remplis de larmes. Elle s'est regardée dans le miroir en tournant légèrement. Tu crois? J'en suis sûre. C'est celle-là. La vendeuse a souri. Un excellent choix, mademoiselle. Cette robe vient de notre collection haute couture. Elle coûte 12 000 €. Le silence qui a suivi a duré une éternité. 12 000 € pour une robe. J'ai avalé ma salive. J'ai calculé mentalement. C'était possible, difficile, mais possible. J'avais mis de l'argent de côté. Je pouvais puiser un peu plus dans mes économies. Ce n'est pas grave, ma chérie. Si c'est celle que tu veux, nous la prenons. Mathilde m'a regardée. Et dans son regard, j'ai vu... Quoi? De la pitié? Maman, non, c'est trop cher. Mais si c'est la robe de tes rêves, laisse maman. Grégoire m'a donné sa carte. Il a dit que je pouvais choisir ce que je voulais. Elle a sorti la carte bancaire de son fiancé. Une carte noire. Le genre de carte que je n'avais jamais vue de ma vie. La vendeuse l'a prise avec un sourire qui s'est élargi. Parfait. Je prépare tout de suite le règlement. Et moi, je suis restée là, debout, inutile. Maman, tu ne dis rien? Non, non. C'est très généreux de sa part. Il peut se le permettre, tu sais. Oui, je savais. Contrairement à moi, sur le chemin du retour, dans le métro, elle avait refusé que j'appelle un taxi. Elle était au téléphone avec Grégoire. Oui, chérie, je l'ai trouvé. Oui, 12 000. Je sais, c'est raisonnable pour une robe de cette qualité. Raisonnable. 12 000 €. Raisonnable. J'étais assise à côté d'elle, regardant défiler les stations. Châtelet, Odéon, Saint-Michel. Je me sentais si petite, si insignifiante. Quand nous nous sommes séparés devant le métro, elle m'a embrassée rapidement. Merci d'être venue, maman. C'est normal, ma chérie. C'est un moment important. Oui? Bon, je file, Grégoire m'attend pour dîner chez ses parents. Ah? D'accord, embrasse-les de ma part. Elle a hésité. Oui? Bien sûr. Mais nous savions toutes les deux que non. Elle ne le ferait pas. Je repensais aussi à la réunion avec les parents de Grégoire, quelques mois plus tôt. Ils nous avaient invités, Mathilde et moi, à dîner dans leur hôtel particulier du 7e arrondissement. J'avais mis mon plus beau tailleur. J'avais fait couper mes cheveux chez le coiffeur. Je voulais faire bonne impression. Pour Mathilde. Leur maison était intimidante. Un hall d'entrée avec un escalier en marbre, des tableaux au mur qui avaient l'air très anciens, des meubles qui respiraient l'argent et l'histoire familiale. Madame de Valmont m'avait accueilli avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Madame Bourdon, je présume? Enchantée. Elle portait un tailleur Chanel, de vrais bijoux, une élégance que je ne pourrais jamais imiter, même avec tout l'argent du monde. Enchantée, madame. Merci de votre invitation. Je vous en prie. Mathilde nous parle tellement de vous. Vraiment? J'en doutais. Le dîner avait été une torture. Monsieur de Valmont parlait de ses clients célèbres, de ses investissements, de leur maison secondaire en Provence et leur appartement à Deauville. Madame de Valmont m'avait posé des questions, mais de ces questions qui sont en réalité des jugements déguisés. Alors, Madame Bourdon, vous êtes à la retraite maintenant? Oui, j'ai enseigné pendant 40 ans. Oh, institutrice. C'est charmant. Un métier stable. Stable. Le mot était lourd de sous-entendu. Un métier sans ambition, sans prestige. J'aimais mon métier, j'avais dit simplement. Bien sûr, c'est important d'aimer ce qu'on fait, même si... Enfin, chacun ses choix, n'est-ce pas? Mathilde, assise en face de moi, regardait son assiette. Elle n'avait rien dit. Elle ne m'avait pas défendu. Plus tard,
Quand nous avions parlé du mariage, Madame de Valmont avait suggéré « Nous connaissons un excellent traiteur. Il travaille pour les plus grandes familles de Paris. Un peu cher, certes, mais pour un événement aussi important. Maman s'occupe du traiteur », avait dit Mathilde d'une voix étrange. Ah, le silence de Madame de Valmont en disait long. « Eh bien, si vous avez besoin de recommandations, ce sera très bien, je vous remercie, » j'avais dit poliment. Mais son regard disait « J'en doute ». En rentrant ce soir-là, Mathilde était silencieuse dans le taxi que j'avais insisté pour payer. « Ils sont impressionnants », j'avais dit. « Oui, tu te sens bien dans cette famille ?» Elle avait tourné la tête vers la vitre. « Pourquoi tu me demandes ça ?»« Pour rien. Je veux juste que tu sois heureuse, ma chérie. »« Je suis heureuse, maman. » Mais sa voix était aussi froide que le regard de Madame de Valmont. Toutes ces scènes repassèrent dans ma tête cette nuit-là, après avoir bloqué l'argent du mariage. Tous ces moments où j'avais senti que je perdais ma fille, mais où j'avais refusé de l'admettre. Je me levais parfois pour me faire du thé. Je restais debout dans ma cuisine, regardant la théière que j'avais posée quelques heures plus tôt, juste avant d'entendre ces mots terribles. Ce bourdon ridicule. Mon nom. Le nom que je portais depuis ma naissance. Le nom de mon père, un homme bon qui avait travaillé toute sa vie comme mécanicien. Le nom de mon grand-père, qui avait survécu à la guerre. Un nom honnête. Un nom simple, certes, mais un nom qui portait l'histoire de gens qui avaient vécu dignement. Et ma propre fille en avait honte. J'ai ouvert le tiroir de la cuisine et j'ai sorti une vieille boîte en métal. À l'intérieur, il y avait des photos. Mathilde bébé. Mathilde à sa première rentrée scolaire. Mathilde recevant son baccalauréat avec mention très bien. Sur chaque photo, je la regardais avec cet amour inconditionnel que seules les mères connaissent. Et sur chaque photo, elle me regardait aussi. Avec confiance. Avec amour. Quand avait-elle cessé de me regarder ainsi? L'aube commençait à pointer quand mon téléphone a sonné. J'avais oublié de le rallumer. 16 appels manqués. 23 messages. Tous de Mathilde. Le premier, envoyé vers 22 heures. « Maman, pourquoi tu ne réponds pas ?» Puis, 1 heure plus tard, « Maman, le propriétaire de la salle vient de m'appeler. Il dit que tu as annulé? C'est une erreur, n'est-ce pas ?» Puis, « Maman, rappelle-moi immédiatement. » Et enfin, le dernier message, envoyé à 4 heures du matin. « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai posé le téléphone sur la table. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais simplement arrêté de me laisser humilier. Je me demande si vous avez déjà vécu cela. Ce moment où vous réalisez que vous n'êtes plus respecté par ceux que vous aimez le plus. Dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? Elle est arrivée chez moi vers 9 heures du matin. Je n'avais pas dormi. J'étais toujours assise dans mon fauteuil, une tasse de thé froid entre les mains. J'ai entendu la clé tourner dans la serrure. Oui, elle avait encore une clé. Celle que je lui avais donnée quand elle avait 16 ans, en lui disant « Cette maison sera toujours la tienne, ma chérie ». La porte s'est ouverte avec violence. « Maman !» Elle est entrée comme une tempête, cheveux défaits, visage rouge, encore en pyjama sous son manteau de cachemire. Je ne l'avais jamais vue dans cet état. « Maman, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le propriétaire de la salle dit que tu as tout annulé. La banque dit que tu as bloqué l'argent. Le mariage est dans 6 jours. 6 jours !» Je l'ai regardé calmement. J'avais eu toute la nuit pour préparer ce moment. « Bonjour, Mathilde. »« Bonjour? Bonjour? Tu te moques de moi ?» Elle s'est avancée vers moi, tremblante de rage. « Explique-moi. » Tout de suite. J'ai posé ma tasse sur la petite table à côté du fauteuil. Mes mains ne tremblaient pas. C'était étrange. J'avais pensé qu'elles trembleraient. J'ai entendu ta conversation téléphonique hier avec Béatrice. Son visage est passé du rouge au blanc en 1 seconde. Quelle conversation? Celle où tu disais que tu avais hâte de te débarrasser de ton nom de famille, de ce bourdon ridicule. Celle où tu disais que tu avais honte de moi. Le silence qui a suivi était assourdissant. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Puis, au lieu de s'excuser, au lieu de montrer le moindre regret, elle a dit « Tu as écouté ma conversation privée ?» J'ai presque souri. Presque. J'étais dans ma propre cuisine, Mathilde. Tu étais dans mon salon. Je n'ai pas écouté. J'ai entendu. Nuance. Mais ce n'est pas... Tu ne comprends pas le contexte. Le contexte? Ma voix est restée douce. Dangereusement douce. Quel contexte pourrait justifier de dire que tu as honte d'être ma fille? Elle a fait un pas en arrière. J'ai vu son visage se durcir. C'était fascinant, en un sens. Je voyais le masque tomber. Toute la politesse forcée, toute la tendresse de façade. D'accord, maman. Tu veux qu'on parle franchement?
Parlons franchement. Elle a jeté son sac sur le canapé. Oui, j'ai dit ça. Oui, c'est vrai. Tu veux savoir pourquoi? Elle ne m'a pas laissé le temps de répondre. Parce que j'en ai assez? Assez de devoir expliquer pourquoi ma mère habite encore dans un HLM de Versailles, assez de devoir inventer des excuses quand les parents de Grégoire demandent ce que tu fais dans la vie et que je dois dire institutrice à la retraite, alors que son notaire, avocat, médecin, chaque mot était comme un coup de couteau. Assez de voir leur regard de pitié quand ils réalisent que je viens de nulle part, que je n'ai pas de famille influente, pas de nom connu, pas d'argent. Tu viens de nulle part? Ma voix était toujours calme. Tu viens de moi, Mathilde, de mon amour, de mes sacrifices, tes sacrifices. Elle a ri, un rire amer, méchant. Toujours tes sacrifices, tu me les rappelles à chaque fois. J'ai tout fait pour toi, ma chérie. J'ai renoncé à tout pour toi, comme si j'étais censée me sentir coupable d'exister. Je ne t'ai jamais... Oh si, toujours, avec tes petits sourires tristes, tes « ce n'est pas grave, ma chérie, je n'ai pas besoin de grand-chose ». Toujours à jouer la martyre, les larmes me sont montées aux yeux, mais je les ai retenues. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes coupable. J'ai simplement voulu que tu aies une vie meilleure que la mienne. Eh bien, c'est réussi. J'ai une vie meilleure. J'épouse un homme brillant, d'une excellente famille. Je vais enfin avoir le nom et la position sociale que je mérite. Que tu mérites, j'ai répété doucement. Et qu'est-ce que tu as fait pour le mériter, exactement? À part renier d'où tu viens. Son regard est devenu glacial. Comment oses-tu? J'ai travaillé dur, j'ai excellé à l'école, j'ai obtenu des bourses, j'ai... Grâce à qui? Pour la première fois, j'ai élevé la voix. Qui t'a poussé à étudier? Qui t'a aidé avec tes devoirs jusqu'à minuit? Qui a payé tes livres, tes vêtements, tes sorties scolaires? Qui a travaillé des heures supplémentaires pour que tu puisses avoir ce dont tu avais besoin? Je sais tout ça. Non, tu ne sais rien. Je me suis levée. Tu ne sais pas ce que c'est de choisir entre payer le loyer ou s'acheter un manteau d'hiver. Tu ne sais pas ce que c'est de manger du pain et des conserves pendant des semaines pour que toi, tu puisses avoir de la viande fraîche. Elle a détourné les yeux. Tu ne sais pas ce que c'est de voir son enfant partir avec quelqu'un qui te méprise, de voir cet enfant commencer à te mépriser aussi et de continuer à sourire parce que tu veux qu'elle soit heureuse. Ma voix s'est brisée sur le dernier mot. Le silence est retombé. Elle regardait le sol. Moi, je la regardais. Cette femme devant moi, élégante et froide, je ne la reconnaissais plus. Quand elle a relevé la tête, ses yeux étaient durs. Très bien. Belle tirade, maman. Très émouvante. Maintenant, on peut parler du mariage? Tu vas débloquer l'argent et annuler cette annulation ridicule? Oui ou non? J'ai eu l'impression de recevoir une gifle. Non? Pardon? J'ai dit non. Son visage s'est transformé. La colère a laissé place à quelque chose de plus laid. De la panique mêlée à de la rage. Tu ne peux pas faire ça. Je peux. Et je l'ai fait. Mais tout est payé, les faire-part sont envoyés, les invités ont réservé leurs hôtels, le traiteur, les fleurs, le photographe. Tout ce qui n'était pas encore payé ne le sera pas. Maman, elle a crié. Vraiment crié. Tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de faire. Oh si, je me rends parfaitement compte. Elle s'est mise à faire les 100 pas dans le salon, les mains dans les cheveux. Grégoire va... Oh mon Dieu, Grégoire! Et ses parents? Qu'est-ce que je vais leur dire? Pas une seule fois elle n'a dit « Je suis désolée, maman. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. » Pas une seule fois. Tu leur diras la vérité, j'ai dit calmement. Que ta mère, cette petite institutrice provinciale dont tu as tellement honte, a décidé qu'elle ne financerait pas un mariage où elle n'est pas respectée. Pas respectée? Elle s'est retournée vers moi, les yeux brillants de larmes de rage. Tout ce que j'ai fait, c'est de vouloir avoir une vie normale, une vraie vie, pas cette médiocrité dans laquelle tu t'es enfermée. Le mot est resté suspendu entre nous. Médiocrité, ma vie, une médiocrité. J'ai senti quelque chose se refermer dans ma poitrine, comme une porte qui se fermait définitivement. Sors de chez moi. Quoi? Sors de chez moi. Maman, tu ne... Tout de suite, elle m'a regardée comme si elle me voyait pour la première fois. Ou peut-être comme si elle ne me voyait plus du tout. Tu es folle. Tu es devenue complètement folle. Peut-être, mais au moins, je garde ma dignité. Elle a attrapé son sac avec des gestes brusques. Très bien. Garde ton argent. Garde ta dignité. Garde ta petite vie misérable. Moi, je vais épouser Grégoire, avec ou sans ton argent.
Parfait. Et ne compte pas sur moi pour te revoir. Plus jamais. Tu m'entends? Plus jamais. Je t'entends. Elle s'est dirigée vers la porte, puis elle s'est retournée une dernière fois. Tu sais ce qui est drôle? Papa avait raison de partir. Tu es étouffante. Tu es pathétique. Et elle est partie en claquant la porte. Je suis restée debout au milieu du salon, immobile. Puis, lentement, je me suis rassise dans mon fauteuil. J'ai regardé la porte fermée pendant longtemps. Et enfin, j'ai pleuré. Pour la première fois depuis que j'avais entendu ces mots terribles la veille, j'ai pleuré. Mais ce n'était pas des larmes de regret. C'était des larmes de libération. Je repense souvent à ce moment, à ces mots qu'on ne peut jamais reprendre. Avez-vous déjà dû choisir entre votre dignité et l'amour que vous portez à quelqu'un? Racontez-moi. J'aimerais savoir que je ne suis pas la seule à avoir fait ce choix. Les 3 jours qui ont suivi ont été les plus silencieux de ma vie. Plus de coups de téléphone, plus de messages, plus rien. Mathilde avait tenu parole. Elle ne m'avait pas recontacté. Je passais mes journées à mettre de l'ordre dans la maison. Je lavais, je rangeais, je triais, comme si en nettoyant mon intérieur, je pouvais nettoyer aussi mon cœur. J'ai décroché toutes les photos de Mathilde dans le couloir. Pas par colère. Non, par nécessité. Je ne pouvais plus voir son visage d'enfant tous les jours en sachant ce qu'elle était devenue. Je les ai rangées soigneusement dans des boîtes avec du papier de soie entre chaque photo. Un jour, peut-être, je pourrais les regarder à nouveau. Mais pas maintenant. Ma sœur Eliane m'a appelé le 2e jour. « Justine, c'est moi. Mathilde vient de m'appeler. Elle est hystérique. Elle dit que tu as annulé son mariage? Que tu refuses de payer? Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai fermé les yeux. Bien sûr, Mathilde avait appelé toute la famille. C'est compliqué, Eliane. Compliqué? Elle pleure. Elle dit que tu es devenue folle, que tu veux ruiner sa vie. Justine, qu'est-ce que tu as fait? J'ai entendu ce qu'elle pensait vraiment de moi. Comment ça? Je lui ai raconté. Tout. Les mots de Mathilde au téléphone, la confrontation, les insultes. Le silence d'Eliane a duré longtemps. Mon Dieu. Voilà. Mais Justine, c'est quand même ta fille. Le mariage est dans quelques jours. Tu ne peux pas. Si, je peux. Et je l'ai fait. Mais elle va te détester. Elle me déteste déjà, Eliane. Elle en a juste honte en plus. Ma sœur a soupiré. Écoute, je comprends que tu sois blessée. Vraiment. Mais c'est une décision si radicale. Tu ne penses pas que tu devrais réfléchir encore? J'ai passé 28 ans à réfléchir, à me demander ce qui était le mieux pour elle. Là, pour une fois, j'ai pensé à moi, à ce que je mérite. Oui, mais... Eliane. Ma voix était ferme. Je ne reviendrai pas en arrière. Après avoir raccroché, je me suis fait du thé. J'ai pris ma théière préférée, celle en porcelaine bleue que ma mère m'avait offerte pour mes 30 ans. Je l'ai remplie lentement, regardant l'eau bouillante transformer les feuilles séchées. C'était apaisant. Ces gestes simples, ces rituels quotidiens qui continuent, même quand le monde s'effondre. Le 3e jour, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. « Madame Bourdon ?» Une voix d'homme, froide, autoritaire. « Oui, Monsieur de Valmont à l'appareil, le père de Grégoire. » Mon cœur s'est serré, mais je suis restée calme. « Bonjour, monsieur. Je ne vais pas perdre de temps en politesse, madame. Mathilde nous a informés de votre décision. Je vois. Franchement, madame Bourdon, je trouve votre comportement profondément immature et égoïste. Annuler un mariage quelques jours avant la cérémonie pour des raisons aussi triviales. Triviales. Le mot m'a fait l'effet d'une gifle. Des raisons triviales? Une dispute entre mère et fille. Cela arrive dans toutes les familles. Mais de là à tout gâcher? Monsieur de Valmont, j'ai pris une grande inspiration. Avec tout le respect que je vous dois, cela ne vous concerne pas. Cela me concerne quand vous humiliez mon fils, quand vous mettez ma famille dans l'embarras devant tout Paris. Votre fils peut toujours se marier. Je ne l'en empêche pas. Je retire simplement mon financement. Votre financement. Il a ri. Un rire méprisant. Écoutez, madame Bourdon, je vais être direct. Nous paierons le mariage. Nous n'avons pas besoin de votre contribution. Le mot contribution était chargé de mépris. Ce que je veux, c'est que vous soyez présente à ce mariage, que vous jouiez votre rôle de mère, que vous ne ruiniez pas davantage la réputation de cette union. Ma présence? Oui. Vous viendrez, vous sourirez, vous ferez bonne figure. C'est le minimum que vous puissiez faire après avoir causé tant de problèmes. J'ai failli rire. Failli. Non. Non.
Je ne viendrai pas. Madame Bourdon. Ma fille a dit qu'elle avait honte de moi, qu'elle voulait se débarrasser de mon nom. Elle a appelé ma vie une médiocrité. Pourquoi voudriez-vous que quelqu'un d'aussi embarrassant soit présent au mariage de votre fils? Silence. Mathilde a dit cela dans un moment de colère. Les jeunes femmes sont émotives avant leur mariage. Non, monsieur de Valmont. Elle a dit cela quand elle pensait que je ne l'entendais pas, c'est-à-dire quand elle était sincère. Vous êtes impossible. Peut-être, mais je suis cohérente. Il a raccroché sans dire au revoir. J'ai posé le téléphone et j'ai réalisé que mes mains tremblaient. Pas de peur, de colère. Ces gens pensaient pouvoir tout acheter, même ma dignité. Le soir même, j'ai reçu un email de Mathilde. Pas un appel, un email. Objet. Dernière chance. Maman, papa a raison. Tu es étouffante et pathétique. Mais je vais te donner une dernière chance. Les parents de Grégoire ont accepté de payer le mariage. Tout ce que tu as à faire, c'est venir. C'est tout. Ne gâche pas mon jour le plus important par pur égoïsme. Si tu ne viens pas, ne t'attends plus jamais à avoir de mes nouvelles. Mathilde. Je l'ai lu 3 fois. Pas de chère maman. Pas de je t'aime. Pas même de formule de politesse. Juste des menaces et du chantage. J'ai commencé à taper une réponse. Puis, je me suis arrêtée. Non. Elle ne méritait même pas une réponse. J'ai supprimé l'email et bloqué son adresse. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'étais au-delà des larmes. Je me suis assise dans la cuisine avec ma théière bleue. J'ai bu du thé en regardant par la fenêtre les lumières de la ville. Et j'ai pensé à toutes ces années. À toutes ces nuits où je m'étais endormie épuisée après avoir travaillé, fait le ménage, préparé les repas, aidé aux devoirs. À toutes ces fois où j'avais dit non à moi-même pour pouvoir dire oui à ma fille. J'avais cru que l'amour maternel était inconditionnel. Mais j'avais oublié quelque chose d'important. Le respect, lui, doit être mérité et réciproque. Ma mère me disait toujours « Justine, on apprend aux gens comment nous traiter. Si tu acceptes tout, ils penseront que tout est acceptable. » J'avais accepté trop longtemps. Le 4e jour, le jour qui aurait dû être celui du mariage si je n'avais rien annulé, je me suis réveillée avec une sensation étrange, de la paix. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas ce poids sur la poitrine. Cette anxiété constante de ne jamais en faire assez, de ne jamais être assez bien. J'ai ouvert les fenêtres. L'air d'avril était doux. Les oiseaux chantaient. J'ai préparé mon petit déjeuner lentement. Des tartines avec de la confiture de framboise maison. Un café bien chaud. J'ai mis de la musique. Du Chopin. Des nocturnes. J'ai lu mon livre. Pris un bain. Arrosé mes plantes. Des choses simples. Des choses que je n'avais pas pris le temps de faire depuis des mois. Trop occupée à courir pour organiser un mariage où je n'étais pas la bienvenue. Vers 15 heures, mon téléphone a sonné. Encore un numéro inconnu. J'ai hésité. Puis j'ai décroché. « Madame Bourdon ? Ici Corinne Mercier, du salon Les Pivoines Blanches, la salle de réception, celle que j'avais annulée. Oui, je vous appelle parce que, c'est un peu délicat. Les parents du marié sont venus ce matin. Ils voulaient réserver la salle pour aujourd'hui. » Aujourd'hui ? Oui. Apparemment, ils ont essayé de maintenir le mariage malgré votre annulation. Mais quand je leur ai dit que nous étions complets, nous avions déjà reloué la salle pour un autre événement, ils n'étaient pas contents, je vois. Et puis, elle a hésité. Votre fille était avec eux. Elle a fait une scène terrible. Elle a pleuré, crié. Elle disait que c'était votre faute, que vous aviez tout gâché. Mon cœur s'est serré malgré moi. Les de Valmont ont essayé plusieurs autres salles, mais bien sûr, un samedi en avril, à 4 jours d'avis. Tout est réservé depuis des mois. Bien sûr, je voulais juste vous prévenir. Au cas où, ils avaient l'air très en colère. Merci, Madame Mercier. Après avoir raccroché, je suis restée assise un long moment. Donc, le mariage n'avait pas eu lieu. Pas aujourd'hui, en tout cas. Je me suis demandé ce que Mathilde ressentait en ce moment. De la rage, de la tristesse, du regret. Puis je me suis souvenue de ses mots, de son email froid, de son absence totale de remords. Et je me suis dit, non, elle ne ressent probablement que de la colère, contre moi. Elle ne comprend pas encore ce qu'elle a perdu. Mais un jour, elle comprendra. Pendant que je vous raconte tout cela, je me demande, pensez-vous que j'ai été trop dure ? Ou pensez-vous au contraire que certaines limites ne doivent jamais être franchies ? Dites-moi ce que vous en pensez. Vos mots comptent pour moi. Les semaines qui ont suivi ont été étrangement calmes. Trop calmes, peut-être. J'avais l'impression de vivre dans une bulle. Le monde continuait autour de moi,
Mais j'étais ailleurs, dans un espace entre le chagrin et le soulagement. Les premiers jours, je sursautais à chaque sonnerie de téléphone. Je regardais la porte d'entrée avec appréhension, m'attendant à voir Mathilde débarquer, furieuse ou repentante. Mais non, rien. Le silence était total. J'ai appris par ma sœur Eliane que le mariage avait finalement été reporté. Ils l'ont prévu pour juin, dans la propriété des de Valmont en Provence. Un mariage plus intime, apparemment. Juste la famille proche et quelques amis. Je vois. Mathilde ne va pas bien, Justine. Elle refuse de parler de toi. Quand quelqu'un mentionne ton nom, elle change de sujet ou quitte la pièce. C'est son choix. Mais c'est ta fille. Une fille qui me méprise, Eliane. Qui a honte de moi. Qui m'a insultée de la pire des façons. Ma sœur a soupiré. Je sais tout ça. Mais elle est jeune. Elle se laisse influencer par ce Grégoire et sa famille. Peut-être qu'avec le temps? Peut-être. Ou peut-être pas. De toute façon, la porte est fermée de son côté. Pas du mien. C'était vrai. Je n'avais pas bloqué son numéro. Je n'avais pas jeté ses affaires. J'avais simplement arrêté de courir après quelqu'un qui fuyait. Un matin de mai, je suis allée au marché de Versailles. C'était un samedi ensoleillé, et les étals débordèrent de couleurs. Fraises rouges, asperges vertes, fleurs printanières. J'ai acheté des pivoines. Roses, pas blanches. Les blanches étaient celles que Mathilde aimait. Les roses, c'était pour moi. En rentrant, j'ai croisé Madame Petit, ma voisine du 3e étage. Une dame adorable d'environ 70 ans, toujours souriante. « Bonjour Justine. Oh, quelle jolie fleur. Bonjour Geneviève. Oui, je me fais plaisir aujourd'hui. Oh, c'est bien ça. Vous semblez différente ces derniers temps. Plus légère, si je puis dire. Vraiment? Oui. Avant, vous aviez toujours l'air un peu, comment dire, préoccupée. Maintenant, vous souriez davantage. » J'ai réfléchi à ces mots en montant les escaliers. Avais-je vraiment l'air plus légère? C'était étrange. J'avais perdu ma fille, et pourtant, oui, je me sentais plus légère, plus libre. J'ai disposé les pivoines dans un vase, sur la table de la cuisine. Elles sentaient bon, une odeur douce et délicate. Je me suis préparé du thé dans ma théière bleue et je me suis assise près de la fenêtre. Le soleil entrait généreusement, réchauffant mon visage, et j'ai pensé: quand ai-je fait cela pour la dernière fois? M'asseoir simplement, sans culpabilité, sans cette voix dans ma tête qui me disait que je devais faire quelque chose, préparer quelque chose, organiser quelque chose pour Mathilde. J'ai réalisé que pendant des années, j'avais vécu en fonction d'elle, de ses besoins, de ses attentes, de ses jugements. J'avais oublié de vivre pour moi. En juin, 2 semaines avant la nouvelle date du mariage, j'ai reçu une visite inattendue. On a sonné à ma porte un après-midi. J'ai ouvert et je me suis retrouvée face à une jeune femme d'environ 25 ans, brune, élégante, mais avec quelque chose de doux dans le regard. « Madame Bourdon? Oui, je m'appelle Sophie. J'étais une amie de Mathilde. Nous nous sommes connus à Sciences Po. » Mon cœur a fait un bond. « Entrez, je vous en prie. » Elle est entrée timidement. Je lui ai proposé du thé qu'elle a accepté. Nous nous sommes assises dans le salon. Elle regardait autour d'elle avec une expression étrange. C'est donc ici que Mathilde a grandi. Oui, c'est chaleureux, accueillant. J'ai versé le thé. Vous dites que vous étiez amie avec Mathilde? Oui. Enfin, nous l'étions. Jusqu'à il y a quelques mois. Que s'est-il passé? Sophie a baissé les yeux sur sa tasse. Mathilde a changé. Enfin, je crois qu'elle changeait depuis longtemps, mais j'ai mis du temps à le voir. Quand elle a commencé à fréquenter Grégoire et sa famille, elle est devenue quelqu'un d'autre. Comment ça? Elle s'est mise à avoir honte de ses origines, de ses vrais amis. Elle ne nous invitait plus aux événements avec les de Valmont. Elle inventait des excuses. Un jour, je l'ai entendu dire à quelqu'un que ses parents étaient dans l'éducation, comme si c'était un euphémisme honteux. Mon cœur s'est serré. Et puis, il y a 3 mois, nous avons eu une dispute. Je lui ai dit franchement ce que je pensais. Que Grégoire et sa famille la transformaient en quelqu'un de superficiel et de méchant, que la vraie Mathilde, celle que j'avais connue, n'aurait jamais rejeté sa mère comme elle le faisait. Vous saviez? Tout le monde savait, Madame Bourdon. Toutes ses vraies amies voyaient bien qu'elle vous tenait à distance, qu'elle ne parlait jamais de vous, qu'elle changeait de sujet si quelqu'un mentionnait sa famille. Les larmes me sont montées aux yeux. Sophie a posé sa main sur la mienne. Je suis venue vous dire quelque chose.
Après votre décision d'annuler le financement du mariage, Mathilde a raconté partout que vous étiez devenue folle, que vous étiez jalouse de son bonheur, que vous vouliez la contrôler. J'ai serré les lèvres. Mais moi, je connais la vérité. Parce qu'une de nos amies communes, Béatrice, celle à qui Mathilde parlait au téléphone ce jour-là, me l'a raconté. Par culpabilité, je pense. Elle m'a dit ce que Mathilde avait dit. Sur votre nom. Sur sa honte d'être votre fille. Je vois. Et je voulais que vous sachiez que vous avez eu raison. Que ce que vous avez fait, c'était courageux. Que vous ne méritez pas d'être traité ainsi. Les larmes ont coulé malgré moi. Mais c'étaient des larmes de reconnaissance. Merci, Sophie. Vous ne savez pas à quel point ça compte pour moi. Elle a souri tristement. Mathilde ne s'en rend pas compte, mais elle est en train de perdre ce qu'elle a de plus précieux. Sa vraie famille, ses vrais amis, son humanité. Elle épouse Grégoire dans 2 semaines. Je sais, j'ai reçu l'invitation, je n'irai pas. Elle a hésité. J'ai l'impression d'assister à un désastre au ralenti. Grégoire n'est pas un homme bien, Madame Bourdon. Il est arrogant, méprisant avec ceux qu'il considère inférieurs. Il trompe Mathilde. Plusieurs personnes l'ont vu avec d'autres femmes. Mais elle refuse de le voir. Ou elle ne veut pas le voir. Mon sang s'est glacé. Elle le sait? Des amis ont essayé de lui dire. Elle les a traités de jalouses et a coupé les ponts. Mon Dieu, je crois qu'elle s'est tellement investie dans cette image, la femme parfaite qui épouse l'homme parfait de la famille parfaite, qu'elle ne peut plus reculer. Ce serait admettre qu'elle s'est trompée, qu'elle a tout sacrifié pour rien. Nous sommes restés silencieuses un moment, puis Sophie s'est levée. Je voulais juste que vous sachiez que vous n'êtes pas seule, que certaines personnes comprennent ce que vous avez fait. Et que si Mathilde avait un peu de bon sens, elle reviendrait en courant vous demander pardon. Je l'ai raccompagnée à la porte. Avant de partir, elle s'est retournée. Si un jour elle revient, soyez prudente, Madame Bourdon. Assurez-vous que c'est pour les bonnes raisons, pas juste parce qu'elle a besoin de quelque chose. Je serai prudente. Merci, Sophie. Après son départ, je me suis rassise dans mon fauteuil. Donc, Grégoire la trompait. Donc, elle était en train de construire sa vie sur du sable. Une partie de moi voulait l'appeler, la prévenir, la protéger. Mais une autre partie, la partie qui avait appris à ne plus se sacrifier, savait que c'était impossible. Mathilde avait fait ses choix. Elle devrait vivre avec les conséquences. Je ne pouvais plus la sauver d'elle-même. Le 15 juin, le jour de son mariage, je suis restée chez moi. J'ai préparé un bon déjeuner. Du poulet rôti avec des pommes de terre. Simple mais délicieux, j'ai mis de la musique. Pas du Chopin cette fois, du Bach, les variations Goldberg. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était bleu, les oiseaux chantaient. Et je me suis dit, quelque part en Provence, ma fille se marie sans moi. Elle porte une robe à 12 000 €. Elle épouse un homme qui la trompe. Elle est entourée de gens qui la jugent et la jaugent. Et elle doit sourire, faire bonne figure, jouer le rôle de la mariée parfaite. Pendant que moi, dans ma petite cuisine de Versailles, je mange tranquillement mon poulet rôti, j'écoute du Bach et je suis en paix. Je ne sais pas laquelle de nous deux est la plus à plaindre. Parfois, la liberté ressemble à de la solitude, mais c'est une solitude choisie, pas imposée, et cela fait toute la différence. Avez-vous déjà dû choisir votre paix plutôt que de maintenir une relation toxique? Racontez-moi. Je vous lis. 3 mois ont passé depuis le mariage. 3 mois de silence complet. Juillet et août se sont écoulés dans une chaleur douce. J'ai pris l'habitude d'aller me promener tous les matins dans le parc du château de Versailles. Je m'asseyais sur un banc près du grand canal et je regardais les cygnes glisser sur l'eau. Ces moments de solitude étaient devenus précieux. Ils n'étaient plus lourds de tristesse, mais pleins d'une tranquillité que je n'avais pas connue depuis des années. J'avais recommencé à lire, vraiment lire. Pas juste quelques pages avant de m'endormir, mais des après-midi entiers plongés dans des romans. Colette, Duras, Modiano, des auteurs que j'avais aimés dans ma jeunesse et que j'avais oubliés. J'avais aussi repris contact avec d'anciennes collègues de l'école. Nous nous retrouvions pour déjeuner 1 fois par semaine. Nous parlions de nos vies, de nos retraites, de nos petits bonheurs quotidiens. « Tu as l'air bien, Justine », m'avait dit Claire, une ancienne collègue qui avait été mon amie pendant 20 ans. Je ne t'avais pas vue aussi sereine depuis... je ne sais pas. Depuis toujours, peut-être. C'était vrai. Je me sentais bien. Pas heureuse, non. Pas encore. Mais apaisée. Puis, un mardi de septembre, tout a basculé. Il était 17 h. Je préparais du thé quand on a sonné à la porte. J'ai ouvert. Mathilde était là. Elle avait maigri. Beaucoup maigri. Ses joues étaient creuses, ses yeux cernés.
Elle portait un jean et un pull simple, pas du tout le style élégant et sophistiqué qu'elle avait adopté ces dernières années. Elle avait l'air brisée. Nous nous sommes regardés en silence pendant ce qui a semblé être une éternité. Puis elle a dit, d'une voix à peine audible, « Maman ». Mon cœur s'est serré malgré moi, mais je suis restée immobile. Je peux entrer ?» J'ai hésité, puis j'ai reculé pour la laisser passer. Elle est entrée lentement, comme si elle redécouvrait un lieu oublié. Elle a regardé le salon, les murs où il n'y avait plus de photos d'elle, le fauteuil où je passais mes soirées, la théière bleue sur la table de la cuisine. « Tu veux du thé ?» j'ai demandé, ne sachant pas quoi dire d'autre. « Oui, s'il te plaît. » J'ai préparé 2 tasses en silence. Mes mains ne tremblaient pas. C'était étrange. J'aurais pensé qu'elles trembleraient. Nous nous sommes assises face à face, la petite table entre nous, comme 2 étrangères polies. Elle tenait sa tasse à 2 mains, les yeux baissés. « Comment vas-tu » j'ai demandé. Elle a ri, un rire sans joie. « Comment je vais » Elle a relevé la tête et j'ai vu des larmes dans ses yeux. « Je vais mal, maman. Je vais très mal. » Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Le mariage a eu lieu, comme prévu, dans la propriété des de Valmont. C'était magnifique, exactement comme je l'avais imaginé. La robe, les fleurs, les invités, tout était parfait. Elle a bu une gorgée de thé. Sauf que tu n'étais pas là, et que tout le monde le savait. Tout le monde savait que ma mère n'était pas venue à mon mariage. Tu leur as dit pourquoi ? J'ai dit que tu étais malade, que tu ne pouvais pas voyager. Mais je crois que personne ne m'a cru. Surtout après que les parents de Grégoire aient raconté leur version. Leur version ? Que tu étais instable, difficile, que tu voulais me contrôler. Elle a fermé les yeux. J'ai laissé dire. Je n'ai pas rectifié, parce que c'était plus simple de te faire passer pour la méchante. Le silence s'est installé. « Pourquoi es-tu là, Mathilde ?» Elle a posé sa tasse. Ses mains tremblaient. Parce que j'ai découvert quelque chose. Après le mariage, pendant notre voyage de noces aux Seychelles. Elle a pris une grande inspiration. Grégoire a reçu des messages sur son téléphone. Il était sous la douche. Son téléphone a sonné plusieurs fois. J'ai regardé. Je voyais où cela menait. C'était une femme, Chloé. Elle lui envoyait des photos, des messages intimes. Elle lui demandait quand il allait la revoir. Elle disait qu'elle s'était ennuyée de lui pendant notre petite escapade romantique. C'est comme ça qu'elle appelait notre voyage de noces. Une petite escapade. Les larmes coulaient maintenant sur ses joues. Quand il est sorti de la douche, je l'ai confronté. Il n'a même pas essayé de nier. Il a juste haussé les épaules et il a dit « Ce n'est rien de sérieux. Juste une distraction. Tous les hommes font ça. » Elle s'est essuyé les yeux avec sa manche. J'ai dit « Nous sommes mariés depuis 3 jours. » Et tu sais ce qu'il a répondu ? Je ne disais rien. Il a répondu « Justement, ne commence pas à être chiante dès maintenant. » Ma mère n'a jamais posé de questions à mon père. C'est comme ça que ça marche dans les familles comme la nôtre. Elle a laissé échapper un sanglot. Les familles comme la nôtre, pas comme la tienne, comme la sienne. Qu'as-tu fait ? J'ai pleuré, j'ai crié. J'ai voulu rentrer immédiatement. Il m'a dit que j'étais hystérique, que j'avais trop d'imagination, que je gâchais notre voyage pour rien. Et j'ai ravalé mes larmes. J'ai fini le voyage, parce que j'avais tellement honte. Honte d'avoir eu tort. Honte de m'être trompée. Honte que tout le monde ait raison sauf moi. Elle me regardait maintenant, les yeux rouges. Depuis notre retour, il y a 6 semaines, c'est l'enfer. Il rentre tard. Il ne répond pas à mes appels. Quand il est là, il est froid, distant. Parfois, il reçoit des messages et il sourit. Un sourire qu'il n'a jamais eu pour moi. Tu lui en as reparlé ? Une fois, il y a 2 semaines. Il m'a dit que si je n'étais pas contente, je pouvais partir. Que je n'étais pas obligée de rester. Mais que si je partais, je ne devais pas compter sur lui pour quoi que ce soit. Pas d'argent, pas d'aide, rien. Et sa famille ? Elle a ri amèrement. Sa mère m'a invitée à déjeuner la semaine dernière. Elle m'a dit, avec un petit sourire, que les hommes de Valmont ont toujours eu du tempérament, qu'il fallait que je sois plus compréhensive, que c'était mon rôle en tant qu'épouse. Mon Dieu, c'est là que j'ai compris. J'ai compris qu'ils savaient, depuis le début, qu'ils trouvaient ça normal, que pour eux, j'étais juste un ventre pour porter des héritiers et une façade pour les dîners mondains. Elle pleurait maintenant sans retenue. Et c'est là que j'ai pensé à toi, à ce que tu m'avais dit, à ce que tu avais essayé de me montrer.
Mais j'étais trop aveuglée par quoi? Par l'argent? Par le prestige? Par le désir d'être quelqu'un d'autre? Elle s'est levée, s'est approchée de moi. « Maman, je suis tellement désolée de tout ce que je t'ai dit. Tu avais raison, tu as toujours eu raison. » Je la regardais, cette femme qui avait été ma petite fille, cette femme qui m'avait brisé le cœur. « Pourquoi es-tu venue, Mathilde ?» J'ai répété doucement. « Parce que je n'ai personne d'autre, parce que toutes mes amies, mes vrais amis, se sont éloignés, parce que les amis de Grégoire ne sont pas vraiment mes amis, parce que je suis seule. » Elle s'est agenouillée devant moi, parce que j'ai besoin de ma mère. Mon cœur saignait, mais ma tête restait froide. « Tu as besoin de ta mère maintenant que tout s'effondre. Mais quand tout allait bien, enfin, quand tu croyais que tout allait bien, tu avais honte de moi. Je sais, tu m'as traité de pathétique. Tu as dit que papa avait raison de partir. Je sais. » Elle sanglotait. « Je sais, maman. Et je m'en veux tellement. Je m'en veux chaque jour. Tu veux quoi, Mathilde? Que je te dise que tout est oublié? Que je te prenne dans mes bras et que tout redevienne comme avant? Je ne sais pas. Je veux juste... Tu veux que je répare ce que tu as cassé. C'est ça? » Elle a baissé la tête. Le silence était lourd, douloureux. Puis, j'ai parlé. Et ma voix était calme. Trop calme, peut-être. « Tu m'as brisé le cœur, Mathilde. Tu as piétiné tout ce que j'avais fait pour toi. Tu as eu honte de mon nom, de mon travail, de ma vie, de moi. Je sais. Laisse-moi finir. » Mon ton était ferme. J'ai passé 3 mois à apprendre à vivre sans toi, à accepter que la fille que j'avais élevée était devenue quelqu'un que je ne reconnaissais plus, quelqu'un qui ne me respectait pas. Maman, Et maintenant, tu reviens, parce que ton château de cartes s'est effondré, parce que l'homme que tu as choisi, contre tous les avertissements, se révèle être exactement ce qu'il était, un homme superficiel, infidèle et méprisant. Elle pleurait en silence maintenant. « Tu veux que je te sauve, comme je l'ai toujours fait. »« Oui, » elle a murmuré. « Oui, maman, s'il te plaît. » J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à Sophie, à ses mots. « Assurez-vous que c'est pour les bonnes raisons. » J'ai rouvert les yeux. « Non. »« Quoi ? » ?»« Non, Mathilde. Je ne vais pas te sauver. Pas cette fois. » Son visage s'est décomposé. « Mais tu es ma mère. » »« Oui. Et en tant que mère, mon rôle était de t'élever pour que tu saches prendre de bonnes décisions. Pour que tu saches respecter les gens, pour que tu comprennes que l'argent et le statut social ne valent rien sans l'intégrité et l'amour. Je me suis levée. J'ai échoué quelque part, ou peut-être que tu as choisi de ne pas écouter. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que tu dois maintenant affronter les conséquences de tes choix. Tu me rejettes? Non, je te laisse grandir. Maman, s'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. Tu as un appartement, un mari, une belle famille fortunée. Mais je ne peux pas rester avec lui. Alors pars. Mais je n'ai rien. Pas d'argent à moi, pas de travail. Tu as un diplôme de Sciences Po. Tu as un cerveau brillant. Tu as des capacités. Utilise-les. Elle me regardait comme si elle ne me reconnaissait pas. Tu es vraiment en train de me mettre dehors? Je te dis que tu es assez forte pour t'en sortir seule. Sans ton aide? Mon aide, tu l'as rejetée quand tu en avais pas besoin. Maintenant que tu en as besoin, tu voudrais que je l'offre à nouveau? La vie ne marche pas comme ça. Je me suis dirigée vers la porte. Il est temps que tu partes, Mathilde. Elle est restée immobile, incrédule. Tu ne peux pas faire ça. Si, je peux. Elle a attrapé son sac, les larmes coulant toujours. Elle s'est dirigée vers la porte d'un pas chancelant. Sur le seuil, elle s'est retournée une dernière fois. Je ne te pardonnerai jamais. J'ai souri tristement. C'est drôle. C'est exactement ce que tu m'as dit il y a 3 mois. Elle est partie en claquant la porte. Je suis restée debout dans le couloir, tremblante maintenant que c'était fini. J'ai regardé la théière bleue sur la table, le thé de Mathilde, intact, qui refroidissait lentement. Et j'ai pleuré. Mais cette fois, je pleurais pour elle, pas pour moi. C'est le choix le plus difficile que j'ai jamais fait. Refuser d'aider mon enfant. Mais parfois, aider quelqu'un, c'est les laisser tomber pour qu'ils apprennent à se relever seuls. Qu'auriez-vous fait à ma place? Dites-moi. Les mois qui ont suivi la visite de Mathilde ont été les plus difficiles de ma vie. Pire, même, que les premiers jours après notre rupture. Parce que cette fois, c'était moi qui avais fermé la porte. Moi qui avais dit non. Et chaque nuit, je me réveillais en me demandant « Ai-je bien fait ?» L'automne est arrivé avec ses pluies froides. Je passais mes journées à lire,
à marcher, à essayer de ne pas penser à elle. Mais c'était impossible. Une mère ne peut pas effacer son enfant de son cœur, même quand cet enfant l'a blessée profondément. Ma sœur Eliane m'appelait régulièrement. Mathilde m'a contactée, m'a-t-elle dit un jour d'octobre. Elle voulait savoir si je pouvais lui prêter de l'argent. Et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a raconté, pour Grégoire, pour les tromperies, pour sa famille qui la traite comme une employée. Qu'as-tu répondu? Que je ne lui prêterais rien tant qu'elle ne se serait pas excusée auprès de toi. Vraiment excusée, pas juste parce qu'elle a besoin de quelque chose. Comment a-t-elle réagi? Elle a raccroché. J'ai fermé les yeux. Merci, Eliane. Tu as fait le bon choix, Justine. Je ne te l'ai peut-être pas dit clairement la première fois, mais tu as eu raison. On n'aide pas quelqu'un en acceptant d'être piétiné. Novembre est arrivé, puis décembre. J'ai appris, toujours par Eliane qui avait gardé contact avec d'anciennes connaissances communes, que Mathilde vivait toujours avec Grégoire, qu'elle avait cherché du travail mais que sans expérience professionnelle, elle s'était mariée directement après ses études. C'était difficile. Apparemment, Grégoire refuse qu'elle travaille, m'a dit Eliane. Il dit que ça ferait mauvais genre, que les femmes de Valmont ne travaillent pas. Elles s'occupent du foyer. Donc, elle est piégée. Oui, financièrement dépendante d'un homme qui la trompe et la méprise. Le karma. Le mot résonnait dans ma tête. Elle avait voulu à tout prix entrer dans ce monde. Et maintenant, elle y était prisonnière. Un matin de janvier, presque un an après notre première rupture, je suis allée au marché comme d'habitude. Il faisait froid. Une petite pluie fine tombait. J'achetais des légumes quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. « Madame Bourdon ?» Je me suis retournée. C'était Sophie, la jeune femme qui était venue me voir avant le mariage. « Sophie, quelle surprise !» Nous nous sommes embrassés. Elle avait l'air heureuse de me voir. « Comment allez-vous ?»« Bien. Enfin, aussi bien que possible. Et vous ?»« Je vais bien. » Elle a hésité. « En fait, je voulais vous contacter. J'ai des nouvelles de Mathilde. » Mon cœur s'est accéléré. « Racontez-moi. » Nous nous sommes installés dans un petit café près du marché. Sophie a commandé 2 chocolats chauds. J'ai croisé Mathilde il y a 2 semaines. Par hasard, dans le métro, je ne l'ai presque pas reconnue. Pourquoi? Elle avait l'air épuisée, amaigrie, triste. Elle portait des vêtements simples, pas du tout son style habituel. Pas de maquillage, les cheveux attachés n'importe comment. J'ai senti mon cœur se serrer. Je l'ai appelée. Au début, elle voulait m'ignorer, puis elle s'est arrêtée. Et elle a éclaté en sanglots, en plein métro. Oh, que s'est-il passé? Nous sommes allés dans un café. Elle m'a tout raconté. Grégoire la trompe ouvertement maintenant. Il ne se cache même plus. Il amène parfois ses conquêtes dans leur appartement quand elle n'est pas là. Une fois, elle est rentrée plus tôt et elle les a trouvées dans leur chambre. J'ai fermé les yeux, la douleur montant en moi. Et sa belle famille? Encore pire, la mère de Grégoire lui fait des remarques constantes. Sur sa tenue, sur sa façon de parler, sur ses origines. Elle lui dit qu'elle doit s'améliorer si elle veut être à la hauteur du nom de Valmont, qu'elle doit prendre des cours de maintien, apprendre les bonnes manières, effacer son, comment elle dit, son côté provincial. Les mots de Mathilde me sont revenus. Ce bourdon ridicule. Maintenant, c'était elle qu'on trouvait ridicule. Et financièrement, Grégoire contrôle tout. Il lui donne une allocation mensuelle, comme à une enfant. Elle doit demander la permission pour acheter quoi que ce soit qui dépasse 50 €. Il vérifie ses dépenses, ses factures. Il dit que c'est normal, que c'est lui qui gagne l'argent. Mon Dieu, elle voulait partir, plusieurs fois. Mais où aller? Elle n'a pas d'argent, pas de travail, plus vraiment d'amis. Elle les a toutes éloignées. Et sa famille. Sophie m'a regardée avec douceur. Elle m'a dit qu'elle avait essayé de revenir vers vous, que vous l'aviez rejetée. Ce n'est pas tout à fait... J'ai commencé, puis je me suis arrêtée. En fait, si, je l'ai renvoyée. Elle dit qu'elle le mérite, qu'elle comprend maintenant, qu'elle vous a perdu et que c'est de sa faute. Les larmes me sont montées aux yeux. Mais Madame Bourdon... Sophie a posé sa main sur la mienne. Je ne vous dis pas ça pour que vous vous sentiez coupable. Au contraire, je pense que vous avez eu raison. Vraiment? Oui, parce que pour la première fois de sa vie, Mathilde prend la mesure de ses choix. Elle vit les conséquences de ce qu'elle a fait. Elle comprend ce qu'elle a perdu. Mais elle souffre? Oui, et peut-être que cette souffrance est nécessaire. Peut-être que c'est la seule façon pour elle de devenir quelqu'un de meilleur. Nous sommes restés silencieuses un moment. Que lui avez-vous dit? J'ai demandé finalement. Je lui ai dit qu'elle devait partir,
qu'elle devait trouver le courage de quitter Grégoire, qu'elle pouvait vivre chez moi temporairement, le temps de se retourner, qu'il existait des associations pour les femmes dans sa situation. Et elle a dit qu'elle allait y réfléchir, mais je ne sais pas si elle le fera. La peur de l'échec est parfois plus forte que la peur de souffrir. Sophie a bu une gorgée de son chocolat. Ce que je voulais surtout vous dire, c'est que la vie a une façon de remettre les choses en ordre. Mathilde voulait ce monde brillant, cette famille prestigieuse. Elle l'a eu, et elle découvre que derrière la façade dorée, il n'y a que du vide et du mépris. C'est terrible. C'est juste, pas agréable, mais juste. En rentrant chez moi ce jour-là, j'ai repensé aux paroles de Sophie. La justice du temps. Mathilde m'avait traité de pathétique, de médiocre. Elle avait eu honte de mon nom, de ma vie simple. Et maintenant, elle vivait dans une cage dorée. Riche, mais prisonnière. Mariée, mais seule. Entourée, mais méprisée. Tandis que moi, dans ma petite maison de Versailles, je vivais libre. Modeste, mais digne. Seule, mais en paix. Qui avait vraiment la vie pathétique ? Février est arrivé. Le froid était mordant. Un soir, alors que je lisais près de la fenêtre, mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne connaissais pas. J'ai hésité, puis décroché. « Allô ? Madame Bourdon ?» Une voix de femme, âgée. « Ici, Madame Lemoine. Je suis avocate. J'ai été contactée par votre fille, Mathilde de Valmont. » Mon sang s'est glacé. Que se passe-t-il ? Elle va bien ? Elle va aussi bien que possible dans les circonstances. Je vous appelle parce qu'elle a entamé une procédure de divorce. Mon cœur a fait un bond. Un divorce ? Oui. Elle a finalement trouvé le courage de partir. Elle habite actuellement chez une amie. Elle a porté plainte contre son mari pour violence psychologique et contrôle coercitif. Violence psychologique, les contrôles financiers, l'isolement, les humiliations répétées, tout cela constitue une forme de violence. Je ne savais pas. Votre fille ne voulait pas vous inquiéter. Elle m'a parlé de votre situation, de votre rupture. Pourquoi m'appelez-vous ? Parce qu'elle m'a demandé de le faire. Elle voulait que vous sachiez qu'elle allait bien, qu'elle s'en sortait, et que l'avocate a marqué une pause. Elle voulait que vous sachiez qu'elle vous remerciait. Me remercier ? Pour lui avoir dit non, pour ne pas l'avoir sauvée. Elle dit que si vous l'aviez accueillie ce jour-là, elle n'aurait jamais trouvé la force de partir vraiment. Elle serait retournée chez lui après quelques semaines. Les larmes coulaient maintenant sur mes joues. Elle dit aussi qu'elle n'est pas prête à vous revoir. Pas encore. Qu'elle a trop honte. Mais qu'un jour, quand elle aura reconstruit sa vie, quand elle sera redevenue quelqu'un dont elle peut être fière, elle viendra frapper à votre porte. Dites-lui, ma voix s'est brisée. Dites-lui que je serai là. Je le lui dirai. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le noir pendant longtemps. Mathilde avait trouvé le courage de partir. Elle reconstruisait sa vie. Et elle m'avait remercié. Pour avoir dit non. Pour avoir choisi ma dignité. Pour lui avoir montré, par l'exemple, qu'on ne doit jamais accepter d'être maltraité. Même par ceux qu'on aime. J'ai regardé par la fenêtre. La nuit était claire. Les étoiles brillaient. Et j'ai compris que parfois, la plus grande preuve d'amour n'est pas de tendre la main. C'est de la retirer. Et de laisser l'autre apprendre à marcher seul. La vie a une étrange façon de rendre justice. Pas toujours comme on l'attend. Pas toujours comme on le souhaite. Mais toujours d'une manière qui nous enseigne quelque chose. Avez-vous déjà vécu cette sensation ? Que le temps finit par remettre les choses à leur place ? Partagez avec moi. Le printemps est revenu. 1 an et demi après le jour où j'avais entendu ces mots terribles. 1 an et demi depuis que tout avait basculé. Mars apportait avec lui des promesses de renouveau. Les arbres bourgeonnaient. Les oiseaux chantaient plus fort. La vie reprenait ses droits. J'avais 76 ans maintenant. Mes cheveux étaient plus blancs. Quelques rides nouvelles marquaient mon visage. Mais mes yeux, je le voyais dans le miroir, avaient retrouvé une clarté qu'ils avaient perdue pendant des années. Sophie passait me voir régulièrement maintenant. Nous étions devenus amis. Elle m'apportait des nouvelles de Mathilde, avec son accord. Elle travaille maintenant, m'a-t-elle dit un après-midi d'avril, en buvant du thé dans ma cuisine, dans une petite maison d'édition, un poste modeste. Assistante éditoriale. Mais elle est heureuse. Vraiment ? Vraiment ? Elle gagne son propre argent. Elle loue un petit studio dans le 11e arrondissement. Elle prend le métro tous les jours. Elle fait ses courses. Elle cuisine. Sophie a souri. Elle découvre la vie que vous avez toujours menée. Et elle comprend maintenant que cette vie n'a rien de médiocre. Mon cœur s'est gonflé de quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Et le divorce ?
En cours. Grégoire ne facilite rien, évidemment. Il conteste chaque point. Mais l'avocate de Mathilde est excellente. Elle a réuni des preuves solides, des témoignages, des relevés bancaires prouvant le contrôle financier, des messages. Et sa belle famille? Le visage de Sophie s'est assombri. Ah, eux. Quoi? Vous allez apprécier l'ironie. Madame de Valmont a contacté Mathilde il y a 2 mois. Pourquoi faire? Pour lui demander de retirer sa plainte, de revenir, de sauver l'honneur de la famille. J'ai failli rire. Sérieusement? Oui. Apparemment, le scandale du divorce fait jaser dans leur milieu. Les gens parlent. Les rumeurs circulent sur Grégoire. D'autres femmes ont commencé à témoigner. Des anciennes conquêtes qui se sentent maintenant libres de parler. Tant mieux. Madame de Valmont a dit à Mathilde que si elle revenait, ils oublieraient tout, qu'ils lui donneraient même une allocation plus généreuse, qu'elle pourrait même travailler si elle voulait, du moment que ce soit quelque chose de discret. Et Mathilde? Sophie a souri, un grand sourire fier. Elle leur a dit d'aller au diable. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire aussi. Ses mots exacts d'ailleurs. Elle m'a raconté la scène. Madame de Valmont était dans un salon de thé chic du 7e. Elle s'attendait à ce que Mathilde soit intimidée, reconnaissante même. Et Mathilde s'est levée, a posé 20 € sur la table pour payer son thé, et lui a dit « Madame de Valmont, vous et votre famille pouvez aller au diable. Je préfère être pauvre et libre que riche et prisonnière. » Les larmes me sont montées aux yeux, mais c'était en des larmes de joie. C'était ma fille qui parlait, ma vraie fille. Oui, elle revient à elle-même, lentement, mais sûrement. Mai est arrivé avec ses journées lumineuses. Un matin, alors que j'arrosais mes plantes sur le balcon, j'ai entendu des voix dans la rue, des cris, une dispute. J'ai regardé en bas, et mon sang s'est glacé. C'était Grégoire. Il était là, devant mon immeuble, criant au téléphone. Je me fiche de ce qu'elle veut. C'est moi qui décide. Tu m'entends? Moi. Il avait l'air défait. Ses vêtements, habituellement impeccables, étaient froissés. Il avait une barbe de plusieurs jours. Ses cheveux, toujours si bien coiffés, étaient en désordre. Il a raccroché violemment et a levé les yeux vers les fenêtres de l'immeuble. Je me suis reculée instinctivement. Puis, il a vu ma voiture garée en bas. La vieille Renault que j'avais depuis 15 ans. Il s'en est approché. Mon cœur battait fort. Que faisait-il là? Il a regardé autour de lui, puis il a donné un coup de pied dans la portière de ma voiture. Puis, un autre. Et un autre. C'est de ta faute, il criait maintenant. De ta faute! Des voisins ont commencé à sortir. Madame Petit du 3e étage. Monsieur Arnaud du 2e. Monsieur, calmez-vous, a crié monsieur Arnaud. Si cette vieille folle n'avait pas mis des idées dans la tête de Mathilde, rien de tout ça ne serait arrivé. Madame Petit a sorti son téléphone. J'appelle la police. Grégoire s'est arrêté net. Il a regardé autour de lui, comme s'il réalisait soudain où il était et ce qu'il faisait. Puis il est remonté dans sa voiture, une BMW noire qui jurait avec le quartier, et il est parti en trombe. J'étais tremblante. Je suis rentrée et j'ai appelé Sophie immédiatement. « Il faut que tu préviennes Mathilde. Grégoire est venu chez moi, il était dérangé, violent. Mon Dieu, je la préviens tout de suite. » 20 minutes plus tard, Sophie me rappelait. « Mathilde est en sécurité, elle est chez moi. Elle va porter plainte pour harcèlement. L'avocate est déjà au courant. Cela va renforcer son dossier. Tant mieux. Mais Justine, Mathilde voulait que je vous dise quelque chose. Oui, elle dit qu'elle est désolée, que vous soyez mêlés à tout ça, que Grégoire s'en prenne à vous. Elle se sent coupable. Ce n'est pas de sa faute. C'est exactement ce que je lui ai dit. Mais elle voulait que vous sachiez qu'elle pense à vous et qu'elle vous aime, même si elle n'est pas encore prête à vous le dire en face. Mon cœur a fondu. Dis-lui que je l'aime aussi, que je l'ai toujours aimé, même pendant tout ça. Juin est arrivé, 2 ans presque jour pour jour depuis le mariage qui n'avait jamais eu lieu. J'ai reçu une lettre, pas un email, une vraie lettre, écrite à la main dans une enveloppe crème. L'écriture était celle de Mathilde. J'ai tenu l'enveloppe longtemps avant de l'ouvrir. Mes mains tremblaient. Puis, lentement, j'ai déchiré le papier. « Maman, je t'écris cette lettre parce que je ne suis pas encore assez courageuse pour te parler en face. Mais je voulais que tu saches certaines choses. Le divorce est prononcé depuis la semaine dernière. Je suis officiellement libre. Grégoire a dû payer des dommages et intérêts pour violences psychologiques. Ce n'est pas beaucoup d'argent, mais c'est une reconnaissance, une validation que ce que j'ai vécu était réel.
que je n'étais pas folle, hystérique ou trop sensible, comme il me le disait constamment. Je sais que tu as été informée de son passage chez toi. Je suis tellement désolée. Je ne pensais pas qu'il irait jusque-là. La police a émis une ordonnance d'interdiction. Il ne peut plus s'approcher de toi ni de moi. Je travaille toujours à la maison d'édition. C'est un petit salaire. Mon studio est minuscule. Je dois faire attention à chaque euro que je dépense. Le métro est bondé le matin. Mes collègues ne viennent pas de grandes familles. Nous déjeunons avec des sandwichs faits maison. Et tu sais quoi? Je suis heureuse, vraiment heureuse, parce que je vis ma vie, pas celle que quelqu'un d'autre a décidée pour moi. J'ai beaucoup pensé à tout ce qui s'est passé, à ce que je t'ai dit, à ce que je t'ai fait. Il n'y a pas d'excuse pour mes mots, pour ma cruauté, pour ma honte, mais je veux que tu saches que je comprends maintenant. Je comprends ce que tu as essayé de me montrer. Tu m'as montré qu'il vaut mieux être seul et digne que accompagné et humilié, que l'argent ne peut pas acheter le respect, que la vraie richesse, c'est la liberté de vivre selon ses valeurs. Tu m'as montré tout ça en refusant de me sauver, en me laissant tomber, en me forçant à me relever seule. Et pour ça, maman, je te remercie. Je ne suis pas encore prête à venir te voir. J'ai encore trop honte, trop de travail à faire sur moi-même. Je veux que quand je franchirai ta porte, je sois quelqu'un dont tu puisses être fier, quelqu'un qui mérite ton amour. Mais je voulais que tu saches que tu avais raison, surtout, et que je t'aime. Je t'aime tellement. Mathilde PS. J'ai repris mon nom de jeune fille. Je suis redevenue Mathilde Bourdon. Et je n'ai plus honte de ce nom. Au contraire, je le porte avec fierté, parce que c'est le nom de ma mère, une femme forte, digne et courageuse. J'ai pleuré en lisant cette lettre. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des mois, mais c'était des larmes de soulagement, de joie, d'espoir. Ma fille revenait à elle-même, lentement, certes, mais elle revenait. Et le plus important, elle avait compris. Elle avait compris que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne, que ceux qui sèment le mépris récoltent la solitude, que ceux qui choisissent l'apparence plutôt que l'authenticité finissent par se perdre eux-mêmes. Grégoire, avec sa fortune et son nom prestigieux, était maintenant seul, détesté, exposé, ruiné moralement. Tandis que Mathilde, dans son petit studio du 11e arrondissement, avec son modeste salaire et sa vie simple, était libre et heureuse. La justice du temps, la justice du karma, pas celle qu'on imagine, pas celle des films avec des vengeances spectaculaires. Non, une justice plus douce, plus profonde, plus vraie. Celle qui vient quand on apprend enfin ce qui compte vraiment dans la vie. Parfois, perdre ce qu'on croyait vouloir nous permet de retrouver ce dont on a vraiment besoin. Avez-vous déjà vécu cela? Une perte qui s'est finalement révélée être un cadeau? Dites-moi, vos histoires m'accompagnent dans mes journées. Aujourd'hui, j'ai 77 ans. Il y a 3 semaines, un samedi matin de septembre, alors que je préparais mon thé dans ma théière bleue, celle qui a tout vu, tout entendu, on a sonné à ma porte. J'ai ouvert. Mathilde était là. Nous nous sommes regardés en silence. Puis elle a souri. Un sourire tremblant, mais sincère. Bonjour maman. Bonjour ma chérie. Je l'ai prise dans mes bras. Elle a pleuré. Moi aussi. Pas besoin de grands discours. Pas besoin de longues explications. Juste ce moment. Cet instant où une mère et sa fille se retrouvent. Enfin. Depuis, elle vient me voir tous les dimanches. Nous déjeunons ensemble. Elle m'aide à jardiner sur le balcon. Nous parlons de tout, de rien, de la vie. Elle m'a présenté quelqu'un récemment. Thomas, un professeur de mathématiques. Un homme simple, doux, respectueux. Il ne vient pas d'une grande famille. Il ne roule pas en BMW. Il prend le métro et fait ses courses au marché. Et quand il regarde ma fille, je vois dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu dans ceux de Grégoire. De l'admiration sincère, du respect, de l'amour véritable. Qu'en penses-tu, maman? M'a-t-elle demandé après son départ. Je pense qu'il te regarde comme tu mérites d'être regardée. Elle a souri. J'ai appris à reconnaître ça maintenant. Hier soir, en rangeant de vieilles affaires, j'ai retrouvé les photos que j'avais décrochées il y a 2 ans. Mathilde enfant. Mathilde adolescente. Mathilde souriante, innocente, aimante. Je les ai regardées longtemps. Et j'ai réalisé, cette petite fille n'était jamais vraiment partie. Elle s'était juste perdue en chemin, égarée dans un monde qui lui avait fait croire que son nom, ses origines, sa mère n'étaient pas assez bien.
Mais elle avait retrouvé son chemin, seule, à travers la douleur, l'humiliation, la chute. Et maintenant, elle était là, plus forte, plus sage, plus vraie. Je dis souvent à ceux qui me demandent conseil, car on me demande souvent conseil maintenant. Allez savoir pourquoi. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous respecter. On ne peut pas mendier l'amour de ceux qui ont choisi de nous mépriser. Tout ce qu'on peut faire, c'est se respecter soi-même, tracer des limites, dire non quand il le faut, même si ça fait mal, surtout si ça fait mal. Parce que parfois, c'est dans ce non que se cache le plus grand oui. Un oui à notre dignité, un oui à notre valeur, un oui à l'idée que nous méritons mieux, et que ceux qui nous aiment vraiment finiront toujours par comprendre. La vie m'a enseigné quelque chose d'essentiel. La justice existe, pas celle des tribunaux, pas celle des vengeances, mais celle du temps, celle du karma, celle qui fait que chacun récolte ce qu'il a semé. Ceux qui sèment le mépris finissent seuls et amers. Ceux qui sèment l'amour, même quand on le leur refuse, finissent entourés et en paix. Aujourd'hui, je regarde par ma fenêtre. Le soleil brille sur Versailles. Mes pivoines roses sont en fleurs. Ma théière bleue m'attend sur la table. Et dimanche prochain, ma fille viendra déjeuner. Elle apportera du pain frais et des fraises. Nous parlerons, nous rirons, nous rattraperons le temps perdu. Non, nous ne le rattraperons pas. Le temps perdu est perdu. Mais nous construirons un temps nouveau, plus vrai, plus solide. Si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à refuser d'être piétinée, à choisir sa dignité plutôt que la facilité, alors tout cela aura eu un sens, parce que nous apprenons aux autres comment nous traiter. Et si nous acceptons le manque de respect, nous leur disons que c'est acceptable. Mais si nous disons non, si nous nous levons et partons, même quand c'est difficile, même quand ça fait mal, nous leur enseignons une leçon bien plus précieuse, que nous avons de la valeur, et que cette valeur n'est pas négociable. Je m'appelle Justine Bourdon, j'ai 77 ans, et voici l'histoire que je ne garderai plus pour moi. Que Dieu vous bénisse, où que vous soyez. Et si vous traversez une épreuve, rappelez-vous, le temps finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Toujours. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.